Posé, édifiant et complet. Vous avez parlé, Ismaël, de la génération de la guerre de libération qui s'est sacrifiée. J'aimerais vous dire que dans la salle, il y a de nombreux moudjahidat et moudjahidines. Et j'aimerais souligner la présence de la moudjahida Ghil Hariz et la moudjahida Jamila Bouhirat. J'en parle pour dire que le combat pour la presse, pour la liberté de la presse, le combat pour la liberté d'expression sont portés par les jeunes générations au regard des valeurs de novembre. Nous sommes dans la continuation des valeurs de novembre. Voilà, j'aimerais passer la parole à Mouloud Boumrar qui va nous parler des libertés d'association et également des libertés syndicales et beaucoup d'autres sujets qui lui tiennent à cœur. Je vais te Mouloud. Merci. Alors, j'ai aussi beaucoup apprécié l'exposé précédent qui m'a fait une introduction sur le respect des libertés. Mais avant j'aimerais d'abord remercier l'assistance, le public qui est venu nous écouter et débattre avec nous, et aussi les organisateurs. Et j'espère que cet espace de réflexion collective qui est là sera préservé aussi bien par ces organisateurs que par le public, parce qu'il est destiné aussi au public et il a été conçu pour avancer ensemble. Alors, sur l'autoritarisme, je crois qu'il est une évidence pour tout le monde qu'un régime autoritaire, comme l'est le régime actuellement en place, ne peut pas s'accommoder d'une situation politique et d'une situation juridique, d'un état du droit, dans laquelle les droits de l'homme et les libertés publiques seraient effectivement respectés. Le plus souvent que fait un tel régime, il proclame son attachement aux droits de l'homme et aux libertés publiques. Il le fait dans le discours politique. Il inscrit aussi la protection des droits de l'homme, au moins dans ses grandes lignes et de manière formelle, dans les textes fondamentaux, la Constitution. Il ratifie des engagements internationaux, des conventions internationales de protection des droits de l'homme, avec des réserves, mais il les ratifie quand même. C'est ce qu'a fait notre pays. Et par exemple, aujourd'hui, en vertu de la Constitution de 1996, celle qui est actuellement en vigueur, les libertés fondamentales et les droits de l'homme et du citoyen sont garantis. Et la Constitution précise même qu'ils constituent le patrimoine commun de tous les Algériens et les Algériennes qu'ils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le conserver dans son intégralité et son inviolabilité. Donc la Constitution nous oblige presque à conserver ce patrimoine des droits de l'homme, à conserver les droits de l'homme dans leur intégralité et leur inviolabilité. Mais évidemment, ce n'est qu'une adhésion formelle aux droits de l'homme, ce n'est qu'une façade pour un régime autoritaire comme l'est le régime actuel. Elle lui sert à donner à peu de frais une image de respectabilité, une image respectable devant son opinion, mais aussi sur la scène internationale. Et vous imaginez bien que l'opinion internationale l'intéresse beaucoup plus que l'opinion nationale. Alors, en aucun cas, un régime autoritaire ne peut aller au-delà d'une reconnaissance formelle des droits de l'homme et des libertés publiques et d'un respect relatif. Il ne peut pas les violer complètement, justement, sinon il passerait ailleurs que dans l'autoritarisme. Et donc, il ne peut s'accommoder que d'un respect très relatif des droits de l'homme et des libertés publiques. S'il agissait autrement, c'est très simple, il saperait les fondements de son propre pouvoir. Et le respect des droits de l'homme et des libertés devrait l'amener à accepter et même à protéger la création de contre-pouvoirs dans la société, d'espaces autonomes qui échappent à l'intrusion arbitraire du pouvoir politique, grâce entre autres à l'exercice effectif de la liberté d'association, de la liberté syndicale, de la liberté d'expression, etc. Le respect des droits de l'homme implique également d'offrir des voies de recours aux personnes qui se plaignent de violations des droits de l'homme, en leur permettant notamment d'accéder à la justice. Et lorsqu'elles y accèdent, que la justice entende leur cause, comme on dit dans les textes, comme c'est écrit dans les textes de promotion des droits de l'homme, de manière indépendante et impartiale. En d'autres termes, cela implique que la responsabilité de l'État, alors je simplifie du point de vue juridique, puisse être mise en cause, que l'État, c'est-à-dire en réalité le pouvoir politique en place, puisse répondre de ses actes. Dans le cas de notre pays, il suffit de voir, au-delà de la reconnaissance formelle,
de quelle manière et dans quels termes les droits de l'homme et les libertés publiques sont intégrés dans le droit interne, dans le droit algérien, pour comprendre qu'en réalité, la reconnaissance formelle ne sert pas à les protéger, ne sert pas à protéger les droits de l'homme et les libertés. Si un doute subsiste à la lecture des textes, il faut se tourner alors vers la pratique, comment les textes sont mis en œuvre. À ce stade, alors, je suis en train de vous dire qu'il y a une reconnaissance formelle et qu'elle ne sert pas à grand-chose. Ce n'est pas exactement le propos. C'est-à-dire qu'en tant que juriste, je ne suis pas partisan de la chaise vide. Je suis absolument conscient de la finalité de très nombreuses dispositions du droit algérien, qui est une finalité répressive, mais je suis partisan de l'utilisation des recours disponibles dans certains domaines. Pourquoi ? Parce que d'une part, cela permet de lever le doute sur la nature du système en place, si certains d'entre vous avaient encore des doutes, mais dans le pays, il y en a encore peut-être, dans toutes ses composantes, et de mieux cerner les mécanismes de la répression. Et ce n'est pas rien. D'autre part, le régime ayant besoin de rendre crédible un minimum la proclamation de son attachement aux droits de l'homme et aux libertés, il laisse une marge de manœuvre où le système juridique et le système judiciaire offrent une marge de manœuvre réduite, je dis bien, j'insiste sur ça, pour la protection des libertés. Et enfin, en tant que citoyen, là j'enlève ma casquette de chercheur, j'ai également conscience qu'il ne peut y avoir d'élargissement du champ de la protection des libertés sans l'établissement d'un rapport de force de nature politique. Et je dis bien politique, je n'ai pas dit partisan, même si ça passe également par les partis politiques, un rapport de force politique en faveur de la défense des libertés, et cela passe par un combat structuré et méthodique qui est déjà engagé depuis des décennies, et certains dans la salle l'ont engagé il y a très longtemps, sont des pionniers. La dernière précision que j'aimerais apporter, avant d'entrer dans le vif du sujet, concerne la levée de l'état d'urgence en février 2011, 19 ans après son instauration. Et vous savez que la plupart, c'est-à-dire la majeure partie des années de l'état d'urgence, le maintien d'état d'urgence l'a été en violation flagrante et de la Constitution de 1989 et de la Constitution de 1989 qui elle-même a été adoptée sous l'empire de l'état d'urgence. Donc, c'est-à-dire et l'élection présidentielle et les dernières élections présidentielles qu'on a eues et le référendum constitutionnel qu'on a eu tout s'est passé sous état d'urgence. Alors, non seulement rien n'a changé depuis la levée formelle de l'état d'urgence, mais cette levée formelle s'est accompagnée de l'adoption de textes juridiques très restrictifs qui signent une véritable régression du droit et consacrent en réalité des pratiques qui existaient déjà. Alors, dans les 25 minutes qui me restent à peu près, j'aimerais essayer de montrer par quels moyens s'organise l'étouffement des libertés en donnant 3 exemples ou dans 3 domaines. D'abord, comment s'opère l'absence de respect des droits de l'homme. D'abord, j'aimerais voir comment s'opère l'étouffement des libertés de réunion, l'étouffement de la liberté syndicale et l'étouffement de la liberté d'association. J'aimerais également dire quelques mots sur l'impunité en matière de violations graves et massives des droits de l'homme, qui est une constante du régime, à la fois les violations massives et graves, et aussi l'impunité du régime, mais pas seulement, parce qu'il s'arrange aussi pour assurer l'impunité de ceux qui l'ont combattu par les armes. Et enfin, puisqu'on a parlé de la levée de l'état d'urgence et qu'en ce moment, justement, vous avez évoqué l'actualité et qu'on parle beaucoup de lutte des clans, et ça, on entend beaucoup, on lit beaucoup dans la presse des articles sur la lutte des clans, je tenterai d'expliquer pourquoi il me semble qu'à la fois la police politique, le DRS, et l'armée de manière générale gardent le plus légalement du monde des pouvoirs très étendus qu'ils ne mettent évidemment pas au service de la défense des libertés. Alors, comment s'organisent, et justement, ils mettent au service du statu quo et d'une militarisation accrue du régime. Alors, comment s'organise l'étouffement de toute contestation publique pacifique organisée et comment s'organise l'étouffement des espaces autonomes? Alors, on va commencer par la liberté de réunion. La liberté de réunion pacifique est consacrée par la Constitution de 1996 et ici, on ne va pas voir le type de réunion publique qu'on a ici dans une salle fermée, mais les manifestations sur la voie publique. Alors, l'article 41 de la Constitution de 1996, celle qui est actuellement en vigueur, est très claire. La liberté de réunion est garantie aux citoyens. Vous noterez que ce n'est garanti qu'aux citoyens, pas aux étrangers. Donc, c'est un droit du citoyen, mais pas d'un droit de l'homme dans la Constitution. Mais depuis la marche du 14 juin 2001, il y a une interdiction générale de manifestation de toute marche à Alger, qui a été prise par une décision complètement abusive du chef du gouvernement, le 18 juin 2001, qui n'a aucun fondement juridique. Alors, cette
cette interdiction est en principe limitée à Alger, mais l'arbitraire, c'est s'affranchir des limites territoriales. Et c'est s'affranchir de la loi, tout simplement. Il y a bien une loi qui régit la liberté de réunion, c'est la loi du 2 décembre, ou plutôt du 31 décembre 89, qui a été modifiée par la loi du 2 décembre 91. Mais elle est inappliquée de fait ici, dans ces situations-là, et elle a été vidée de son sens, alors qu'elle est restrictive, et comme a été vidée de son sens l'article 42 de la Constitution. Alors, on peut voir un peu les arguments qui ont été avancés par le régime à différentes occasions pour justifier l'interdiction. Alors, c'est la sécurité des citoyens et des citoyennes qui est en jeu lorsqu'ils manifestent, donc on interdit pour leur protection. Alors pourquoi on n'interdit pas les matchs de foot, hein? Vous savez qu'il y a c'est un argument qui a longtemps été utilisé. Pourquoi alors qu'il y a des violences à la sortie, il y a beaucoup de violences à la sortie des stades, donc la mesure radicale serait, si on raisonne par analogie, serait d'interdire les matchs de foot. Comme ça, on n'aurait plus de problème de violence dans les stades puisqu'il n'y aurait plus de matchs. Alors, est-ce qu'il faut interdire toute manifestation sportive pour assurer la sécurité? La réponse du régime, c'est non. Alors, l'ironie, c'est de dire que c'est pour protéger les manifestants qu'on leur interdit de manifester sur la voie publique. C'est un argument qui a été avancé, notamment en 2011, je crois, par le ministre de l'Intérieur. Alors, le problème, c'est que, justement, si on est dans une logique d'exercice effectif des libertés fondamentales, c'est à l'État d'offrir les conditions pour que la manifestation se déroule en toute sécurité, et donc que les policiers qui sont déployés, vous vous souvenez peut-être de des impressionnants à plusieurs reprises déploiements de forces de police à Alger, et dans d'autres villes parfois, lorsqu'il y a eu des marches annoncées en février 2011, normalement, si on appliquait l'article 42 de la Constitution, ces forces de police seraient là pour assurer la sécurité des marcheurs, des manifestants, et non pour les empêcher de manifester en invoquant leur propre sécurité et en leur interdisant d'exercer une liberté fondamentale. Alors, mais ce n'est évidemment pas la conception des régimes sécuritaires. Et donc, l'autre argument, c'est que la propagande officielle et ses relais dans certains partis politiques, justifient également l'interdiction générale des marches par l'absence de représentativité des personnes ou des organisations qui veulent les organiser, donc qui veulent organiser les marches. Alors là, c'est génial, parce que ce sont les gouvernants qui doivent être représentatifs du peuple, qui doivent représenter le peuple, mais les citoyens, lorsqu'ils marchent, et même un marcheur tout seul, s'il veut, il a le droit d'organiser sa manifestation, il exerce une liberté fondamentale qui lui est reconnue par la Constitution. Donc, on est dans une inversion du rapport où il y a une injonction de représentativité des citoyens, c'est-à-dire on demande aux citoyens d'être représentatifs pour pouvoir exercer leur liberté fondamentale, ce qui est complètement anormal, et c'est une inversion complète du rapport politique. Et ce qui est assez révélateur, c'est que le droit n'est pas invoqué, ou très rarement, en renfort de l'interdiction générale de manifester à Alger. Alors, pourquoi? C'est assez étonnant, parce que on imagine que c'est parce que le régime a l'habitude de s'affranchir aussi bien de la Constitution, on l'a vu avec l'état d'urgence et un maintien en violation flagrante de 2 constitutions successives, qu'il a lui-même adoptées d'ailleurs, sans véritable débat public. Et la deuxième chose, alors même que la loi sur les réunions publiques et les manifestations publiques est restrictive. Elle est tout simplement mise de côté, mais l'administration ne manque pas de l'invoquer quand ça peut l'arranger. En réalité, rien, ni dans le droit, je vous l'ai dit, ni dans le droit algérien, ni dans le droit international des droits de l'homme, dans les circonstances actuelles, ne peut fonder une interdiction générale de ce type. Alors, la loi est restrictive, comme je vous l'ai dit. La loi 91-19 du 2 décembre 91 est marquée déjà du sceau de l'autoritarisme. Elle instaure pour les manifestations publiques, donc celles qui sont sur la voie publique, non pas un régime déclaratoire, mais un régime d'autorisation. Or, dans la loi du 31 décembre 89, celle qui avait été adoptée à peine 2 ans auparavant, et qu'elle modifie, que la loi de 91 modifie, les manifestations publiques étaient subordonnées à une simple déclaration. Il y avait un régime de déclaration. Et vous pouvez constater que c'est une Assemblée populaire nationale en fin de mandat qui a adopté une modification aussi importante et restrictive de cette liberté publique. Et vous savez que même lorsque la démarche est faite de demander une autorisation, le plus souvent elle est refusée, sans qu'il y ait
ça n'arrive pas dans les délais prévus par la loi, qui permettraient aux organisateurs de se prémunir contre l'interdiction, même s'ils savent qu'ils n'auront pas d'autorisation. Enfin, si on pouvait tirer une sorte de bilan de l'interdiction générale qui a été édictée en juin 2001, on peut voir que, parce qu'elle empêche les actions pacifiques structurées, elle favorise l'émeute. Alors, et l'émeute est devenue un moyen d'expression de la colère sociale bien ancrée dans le paysage depuis le début des années 2000. Alors, entendons-nous bien, je ne dis pas que les émeutes sont causées par cette interdiction, je dis que cette interdiction générale entretient la violence sociale. Cet effet qui est un effet pervers pour la société est, me semble-t-il, un objectif, alors qui n'était peut-être pas recherché par le pouvoir à l'origine, mais qui, on peut en faire l'hypothèse, l'arrange. Pourquoi? Parce que d'une part, il étouffe dans l'œuf toute contestation, toute expression publique collective, pacifique et organisée, donc sous la forme d'un contre-pouvoir, la possibilité d'émergence d'un contre-pouvoir, et d'autre part, la contestation violente devient la seule visible, ou à peu près, dans l'espace public, ou en grande partie visible dans l'espace public, tout simplement parce qu'elle est plus spectaculaire, et effectivement, elle cause des troubles. Alors, elle entretient la peur aussi. Ça permet d'entretenir la peur des marches et des manifestations pacifiques qui sont présentées systématiquement comme la source de débordement potentiel et comme un risque de déstabilisation du pays, mais en réalité, c'est déstabilisation du régime en place parce qu'il ne veut pas l'émergence d'un contre-pouvoir, deux contre-pouvoirs. Alors, l'interdiction des marches n'est pas la seule mesure à la disposition du régime. Il utilise aussi l'arsenal ordinaire du code pénal et le harcèlement judiciaire contre ceux qui bravent l'interdit de manifester sur la voie publique. Alors, la loi elle-même, la loi sur les réunions pacifiques, nous dit que toute manifestation se déroulant sans autorisation est considérée comme un attroupement. Donc, on est dans le domaine de l'attroupement. Donc, si vous allez sans autorisation ou après une interdiction, vous êtes dans l'attroupement. Et donc, ceux qui participent à ce type de manifestation sont poursuivis pénalement par la justice pour attroupement non armé. C'est l'article 97, les articles 97 et suivants du code pénal. Qu'ils manifestent à cause des coupures d'électricité ou de gaz des délestages, pour dénoncer les modalités d'attribution de logements sociaux ou encore pour revendiquer le droit à un travail. Les chômeurs, les travailleurs du pré-emploi en savent quelque chose. Alors, ils sont innombrables, ils sont anonymes, mais en réalité, on ne voit probablement, malgré tout le travail de la presse, on ne voit et des organisations de défense des droits de l'homme, on ne voit probablement que la partie émergée de l'iceberg. Vous me direz que les condamnations sont souvent accompagnées de sursis, je vous répondrai que c'est vrai, mais quand vous collectionnez les sursis et que vous êtes chômeur ou que vous êtes travailleur du pré-emploi, ou que vous êtes d'ailleurs dans une situation plus ou moins précaire, ou même pas du tout précaire, ça vous dissuade d'aller manifester la prochaine fois. Alors ça cible souvent les militants associatifs, les militants syndicaux en particulier, ceux qui sont perçus comme des meneurs de mouvements, mais ça ne les cible pas seulement, ça les cible plus particulièrement parce que justement il y a le potentiel d'organisation de contre-pouvoir dont on ne veut absolument pas. Il y a des condamnations avec sursis aussi lorsqu'il y a mobilisation de la presse, mobilisation des associations, mobilisation des syndicats, mobilisation des avocats aussi, de plus en plus. Alors, donc ça sert à dissuader les personnes condamnées de recommencer en quelque sorte. Alors, je vous donne juste au passage, et là on peut aller encore plus loin, aussi au passage une idée de l'ampleur de l'arsenal législatif que le pouvoir s'est offert, c'est que dans la définition du terrorisme, dans l'article 87 bis du Code pénal, donc l'article 87 bis du Code pénal nous dit qu'est un acte terroriste ou subversif, tout acte visant la sûreté de l'État, l'intégrité du territoire, la stabilité, on est exportateur net de stabilité, donc si on contestait ça, on ne sait pas, et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet, deux points, il y a une liste des objets, entraver la circulation, par exemple la circulation routière, ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places publiques par des attroupements. Et on revient à notre définition de l'attroupement. Alors, il y a encore plus, c'est qu'il y a un véritable délit de solidarité qui ne dit pas son nom, qui a été instauré. Alors, ce n'est pas un délit qui figure dans la loi, mais ça se présente sous la manière suivante, et c'est le cas Harba qui est emblématique. Vous avez un manifestant, une personne qui va se solidariser avec des gens qui sont en grève et qui
qui protestent devant le palais de justice des greffiers, qui sont en grève, qui protestent devant le palais de justice, il va les rejoindre pour manifester sa solidarité avec eux et manifester avec eux. Eh bien, lui est poursuivi, parce qu'il est chômeur, il n'a rien à faire avec les greffiers. Donc, qu'est-ce qu'on a? Non seulement il y a un encouragement de la violence sociale, il y a déjà l'autre résultat recherché, c'est la compartimentation de la société. Chacun peut aboyer, mais chacun dans son coin. Et donc, il ne peut pas y avoir d'organisation, il faut que les revendications restent catégorielles. Il ne faut pas qu'il y ait la possibilité d'étendre les revendications ou d'étendre, constituer un front social ou appeler ça comme vous voulez. Il ne peut pas y avoir d'organisation de la solidarité entre organisations ou tout simplement entre citoyens. Ça, le régime n'en veut pas et c'est très clair. Et donc, c'est l'instauration, pas dans la loi, mais dans les faits, d'un véritable délit de solidarité. Alors, on voit bien cette stratégie d'étouffement à l'œuvre dans les domaines associatifs et syndicaux. C'est en quelque sorte ce que je viens de vous décrire, c'est le dernier étage de la fusée. Il y a d'autres étages en dessous. Alors, on est en présence d'un arsenal législatif et de pratiques qui vident aussi bien la reconnaissance, qui vident de leur sens aussi bien la reconnaissance de la liberté syndicale que celle de la liberté d'association. Et là encore, il y a une continuité entre l'état des lieux avant la levée de l'état d'urgence et depuis la levée de l'état d'urgence. Alors, commençons par la liberté syndicale. Là aussi, c'est très joli sur le papier. La Constitution de 1996 consacre le droit syndical qui est reconnu à tout citoyen. C'est l'article 56. En matière syndicale, l'Algérie a ratifié, dès son adhésion à l'Organisation internationale du travail en octobre 1962, la Convention numéro 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Elle a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui toutes consacrent la liberté syndicale. Mais dans les faits, c'est autre chose. Alors, en vertu du droit international du travail et du droit international du droit de l'homme, le droit à une reconnaissance par un enregistrement officiel est un aspect essentiel du droit syndical, en ce sens que c'est la première mesure que les organisations de travailleurs ou d'employeurs, parce que ça vaut aussi pour les employeurs, doivent prendre pour pouvoir fonctionner efficacement et représenter leurs membres convenablement. C'est ce qu'on peut lire notamment dans un rapport du Comité de la liberté syndicale de l'Organisation internationale du travail de mars 2013, donc on ne vous parle pas des années 70, on vous parle d'aujourd'hui, où le comité demande à être informé de l'évolution de la situation d'une plainte déposée par plusieurs organisations syndicales algériennes, le syndicat des enseignants du supérieur, le CES en mars 2012, qui a été rejoint ultérieurement par le SNAPAP, syndicat autonome des travailleurs du groupe Sonelgaz, et le syndicat national autonome des travailleurs des postes. Alors, formellement, la loi, que nous dit la loi algérienne, qui est la loi 90-14 du 2 juin 90, qui est relative aux modalités d'exercice du droit syndical. Elle prévoit que l'organisation syndicale est déclarée constituée, après dépôt d'une déclaration de constitution auprès de l'autorité publique compétente. Alors, c'est le ministère du Travail, quand l'organisation est à vocation nationale. Après délivrance d'un récépissé d'enregistrement de la déclaration de constitution délivrée par l'autorité publique compétente, au plus tard 30 jours après le dépôt du dossier. Et troisièmement, après accomplissement aux frais de l'organisation syndicale des formalités de publicité dans au moins un quotidien national d'information. Alors bon, la première condition, elle dépend des fondateurs du syndicat. La deuxième, là ça devient plus compliqué, elle dépend du ministère du Travail et c'est là que ça se corse. Que fait l'administration? Elle refuse tout simplement de délivrer de récépissé. C'est la pratique qui était celle qui se faisait pour les associations. Eh bien, elle existe aussi pour les syndicats. Il y a un refus systématique de délivrer de récépissé d'enregistrement aux syndicats de travailleurs, ce qui vide encore une fois le droit de constituer de son sens, le droit de constituer des syndicats. Ça le vide de toute substance. Alors, c'est une technique désormais classique qui a une petite subtilité administrative. Qu'est-ce qu'ils leur disent? Ils leur disent que les statuts ne sont pas conformes, mais ils ne leur disent pas en quoi ils ne sont pas conformes à la loi. Bon. Donc il faut essayer de deviner en quoi les statuts ne sont pas conformes à la loi, selon le ministère du Travail qui oublie de préciser ces choses-là. Mais on peut le deviner quand on porte plainte, quand le syndicat porte plainte devant le comité de la liberté syndicale. Là, il y a un échange avec le gouvernement où le gouvernement est bien obligé de répondre un minimum pour justement cette respectabilité internationale et donc de ménager un peu les instances internationales, et donc il y a aussi des moyens de pression de ce côté-là. Alors,
qu'est-ce que ça fait de ne pas avoir le récépissé? Vous ne pouvez pas prouver que vous êtes constitué légalement, vous ne pouvez pas prouver que vous avez la personnalité morale, donc la personnalité juridique, vous ne pouvez pas louer de locaux, si vous avez de l'argent, vous ne pouvez pas recruter de permanents, vous ne pouvez pas faire grand-chose, vous n'êtes pas reconnu comme syndicat par les autorités, donc le but pour lequel vous êtes constitué ne peut pas être réalisé, tout simplement, dans le cadre de la loi. Parce que, justement, la loi est violée par l'administration, par le ministère, par le régime en place. Alors, mais il y a des syndicats autonomes qui ont été enregistrés. Alors, durant la petite période d'ouverture. Alors, et un petit peu après, il y a toutes sortes d'entraves qui sont mises en place par le régime pour l'empêcher d'exercer son activité normalement. Vous avez des entraves classiques, celles qui concernent tout le monde sur l'attroupement, etc. Lorsqu'il y a une grève, vous avez des poursuites pour entrave à la liberté du travail, ou alors la justice déclare la grève illégale. Parfois, elle ne le fait pas. On a vu des cas où elle ne le faisait pas, notamment dans des grèves dans le sud, dans le domaine pétrolier, mais pas par les pétroliers, mais par les employés des organismes de sous-traitance, des sociétés de sous-traitance du catering, par exemple. Et je ne parle même pas, donc il y a le harcèlement classique que subissent tous ceux qui s'attroupent, etc. Alors, c'est toute possibilité de durée qui est cassée. D'abord, avec la technique du clonage, donc, qui est classique et on n'a pas besoin de revenir dessus. Lwatan Weekend en particulier a fait un dossier sur le clonage. Et il y a également des fermetures administratives des locaux. Par exemple, en mai 2010, la fermeture administrative, la fermeture par une décision du Wali d'Alger de la maison des syndicats, donc, qui est dans le moteur et le SNAPAP, la veille de la tenue du forum syndical maghrébin, la veille. Donc, la jonction en Algérie est impossible, mais la solidarité et aussi l'organisation avec d'autres mouvements syndicaux maghrébins, on n'est pas dans l'ennemi, même si on considère que le Maroc est un ennemi aujourd'hui, on n'est pas dans une sorte de paranoïa, c'est pas avec un pays ennemi, officiellement. Alors, juste pour que le syndicat ait une activité internationale et accueille des activités en Algérie, là, ça ne passe plus, les syndicats autonomes, le régime les empêche de faire ça. Même chose lorsque, maintenant, à l'étranger, lorsqu'il y a eu le Forum social mondial, vous avez vu que plus de 90 personnes d'Algériens ont été bloquées à la frontière lorsqu'ils ont essayé d'entrer sur le territoire, de sortir du territoire algérien. Ce n'est pas les Tunisiens qui ont bloqué l'entrée, ce sont les autorités algérienses. Il n'y avait pas de justification. Il n'y avait pas de justification. C'est une décision purement arbitraire. Pourquoi? Alors certains sont passés, ils ont échappé à l'interdiction, ils sont passés plus vite que les autres, mais il y en a 96 qui sont restés à la frontière. Pourquoi? C'est aussi alors il y avait beaucoup d'entre eux étaient des militants syndicalistes, mais aussi des membres d'organisations de défense des droits de l'homme, des membres d'organisations de disparition forcée, etc. Mais beaucoup de syndicalistes autonomes. Et pourquoi? Parce que tout simplement sur place, ceux qui ont pu, parmi les syndicalistes autonomes, les militants associatifs critiques, etc., qui ont pu se rendre sur place, et aussi les journalistes qui ont pu se rendre sur place, ils ont pu constater qu'il y avait une délégation nombreuse, bien structurée, qui avait été envoyée par le pouvoir, soutenue par le pouvoir et soutenant le pouvoir pour porter la bonne parole de la stabilité du pays, que nous sommes un pays démocratique, que les libertés sont respectées et que nous sommes sur le chemin du progrès social. Mais je crois qu'il y a eu un contradicteur tout à l'heure sur cette question, mais vous pouvez aussi vous-même constater qu'on n'est pas sur le chemin du progrès social. Alors, voilà un peu comment s'organise tout cela. Alors, quel est le but ultime? C'est de ne pas reconnaître en réalité le pluralisme syndical, le refus du pluralisme syndical. Le pouvoir, dans la négociation collective, ne veut qu'un seul interlocuteur, l'UGTA. Il veut faire ce qu'il sait faire le mieux, il veut se parler à lui-même. Voilà. Alors, le même phénomène d'étouffement existe avec les associations, avec à peu près les mêmes méthodes. La grande différence, c'est que la loi antérieure, la loi sur les associations qui date de l'époque de l'ouverture, a été verrouillée. Elle prévoyait un régime déclaratif, comme pour les syndicats, et les associations sensibles
Si vous êtes une organisation de défense des droits de l'homme, si vous êtes une association de défense de lutte contre la corruption, si vous travaillez sur les disparitions forcées, là, vous n'avez bien évidemment pas votre récépissé et vous n'avez pas d'existence légale. Alors, elle était plus ou moins libérale, elle était critiquable, mais les associations qui voulaient se constituer avaient au moins la possibilité de dire « mais moi je suis dans la légalité, c'est vous qui êtes dans l'illégalité et c'est vos pratiques qui sont abusives ». Le régime, quand il nous a annoncé des réformes démocratiques, après la levée de l'état d'urgence, notamment d'une part l'organisation d'une... alors ça c'est aussi des méthodes, c'est plus le droit mais c'est les méthodes, l'organisation des états généraux de la société civile par un appendice du pouvoir, alors que l'une des caractéristiques de la société civile, c'est précisément l'autonomie par rapport au pouvoir, c'est très révélateur. Et ensuite, on nous a fait une commission des réformes, mais peut-être que Mohamed Achmaoui en parlera tout à l'heure, qui ressemble fortement à une commission qui a été, dans sa composition, qui nous préparait ce qui allait venir, la transition de 95. Alors, on se dit... Bon, c'est assez étonnant. Qu'en est-il de la loi? La loi, elle passe à un régime d'autorisation. Elle rend la constitution des associations plus compliquée et elle rend la dissolution plus facile. Alors, je ne détaillerai pas la loi, mais juste une chose, je donnerai deux points en dehors de la constitution et de la dissolution de manière générale. Quelque chose qui est très très révélateur, et je pense que la lecture rien que de cet article qui a été appliqué, mais la justice est revenue dessus, c'est le fameux article 39. Il est procédé à la suspension d'activité de l'association ou à sa dissolution en cas d'ingérence dans les affaires internes du pays. Donc, les Algériens ne sont pas chez eux, ne sont pas des citoyens lorsqu'ils veulent manifester sur la voie publique. Ils ne sont pas chez eux lorsqu'ils veulent, ils ne sont pas citoyens lorsqu'ils veulent s'occuper des affaires intérieures de leur pays dans un cadre associatif. Donc, les affaires internes du pays, qu'est-ce qu'une affaire interne du pays? C'est attrape-tout, c'est tout. C'est à peu près tout. Donc, on est vraiment dans une régression du point de vue juridique, mais qui consacre en réalité les pratiques antérieures, très très claires. Et évidemment, vous avez les peines d'emprisonnement pour les membres ou dirigeants d'une association non encore enregistrée. Donc, si vous n'êtes pas enregistré et que vous avez des activités, ou si on vous a refusé l'autorisation, vous pouvez aller en prison, alors les dirigeants, mais aussi les membres, il faut faire attention. Alors, en réalité, donc on a tout ça qui sert à casser toute possibilité de contre-pouvoir. On pourrait aussi développer ça pour les partis politiques et on pourrait décliner pour toutes sortes de groupements, y compris dans des domaines inattendus, comme par exemple dans le domaine religieux. Alors, maintenant, ce dont j'aimerais vous parler, c'est une autre constante du régime, c'est l'impunité. Alors, les victimes des violations graves et massives des droits de l'homme commises dans notre pays par le régime n'ont jamais bénéficié de leur droit à la justice et de leur droit à la vérité, sauf s'ils ont fait la démarche eux-mêmes. On peut citer le printemps berbère de 80, les centaines de morts, de blessés, torturés d'octobre 88, les victimes civiles du printemps noir de 2001 et bien sûr les violations des droits de l'homme commises par des agents de l'État durant ce qu'on peut appeler la guerre civile sans vouloir polémiquer, ou si vous préférez la décennie noire. Je me concentrerai ici sur l'impunité des acteurs des violations graves des droits de l'homme commises durant cette dernière période, donc durant les années 90. Alors, tout d'abord, j'aimerais préciser une chose, c'est que la lutte pour l'impunité doit valoir à raison des violations commises et non de la qualité, de l'identité ou de l'appartenance politique ou religieuse ou autre des auteurs présumés. En d'autres termes, la lutte contre l'impunité doit valoir aussi bien pour les membres des groupes armés islamistes que pour les agents de l'État. Il ne doit pas y avoir de sélectivité, si on est dans une démarche de droits de l'homme, bien entendu. D'ailleurs, la Charte pour la paix et la réconciliation nationale et ses textes d'application est presque égalitaire en la matière. Elle permet l'impunité des premiers, c'est-à-dire les membres des groupes armés islamistes, sauf pour certains crimes. Mais on ne sait pas de quelle manière l'extinction des poursuites, l'amnistie est appliquée. On ne sait pas pour combien de personnes, on ne sait pas pour quel type de crime. Et comme on ne sait pas pour quel type de crime, on ne sait pas si dans le lot, il n'y a pas des personnes qui ne devraient pas pouvoir être amnistiées et qui ne devraient pas, contre qui on ne peut pas avoir d'extinction des poursuites. Donc il y a
un arrangement sur l'impunité aussi avec ceux qui ont combattu le régime par les armes, et y compris avec les groupes armés islamistes. Alors, pour ce qui est des crimes commis par des agents de l'État, nous pouvons constater plusieurs choses. La première chose, c'est que dans la charte, mon point de départ, c'est la charte pour la paix et la réconciliation nationale et ses textes d'application, c'est que les mots torture, les mots exécution judiciaire, ce type de violations sont hors champ, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas. Le mot n'existe pas, torture, ça n'existe pas dans la charte, exécution extrajudiciaire, ça n'existe pas, et donc il n'est jamais question de ces violations des droits de l'homme. La torture est, par exemple, normalement, il ne peut pas y avoir d'amnistie en vertu du droit international des droits de l'homme sur la torture, ou presque, et il n'en est jamais question donc, dans la charte et les textes d'application, et les victimes de la torture et des exécutions extrajudiciaires, c'est-à-dire leurs familles, sont totalement ignorées. Donc il y a une négation d'une grande partie des crimes commis par des agents de l'État. Mais cette négation concerne aussi les disparitions forcées, qui sont au nombre d'environ 8000 si on prend les chiffres, le recensement qui a été fait auprès des familles par l'association SOS Disparus, association qui n'a jamais été enregistrée en raison des pratiques que vous connaissez. Alors, il est question dans ces textes, pourquoi il y a une négation du caractère, pourquoi il n'y a même pas de reconnaissance du crime de disparition forcée. Bon, le crime n'existe pas dans le droit algérien, mais le phénomène de disparition forcée, tout simplement parce que l'adjectif forcé n'existe pas dans le texte. Il est question des disparus, des familles disparues, de disparition, mais il n'est jamais question du caractère forcé de la disparition. Et donc, le droit algérien, le régime, ne reconnaît pas le caractère forcé de la disparition, et pour cause, vous devinez très bien pourquoi. Alors, le mécanisme d'indemnisation qui est prévu pour les familles de victimes de disparus est problématique. Parce que l'indemnisation est subordonnée à l'obtention d'un jugement de décès, lequel jugement de décès, donc c'est par la justice, c'est la justice qui le délivre, lequel jugement de décès est subordonné à l'obtention d'un certificat de disparition qui est délivré par les services de sécurité. Le texte, et justement là c'est la respectabilité internationale et aussi le fait qu'on essaye de faire attention à certaines choses, le texte prévoit que il y a enquête et que l'enquête se fait par tous moyens légaux. Bon, vous n'avez jamais entendu parler de tests ADN pratiqués sur des familles disparues pour essayer de comparer ça à des personnes qui seraient soit dans un centre de détention, soit des personnes retrouvées mortes et donc qui seraient enterrées sous X, par exemple. Et il y en a quelques milliers en Algérie et notamment quelques milliers ici à Alger. Donc, il n'y a jamais ça. Il paraît qu'il n'y a pas d'archives, mais les tests ADN ne nécessitent pas des archives. Alors, le texte prévoit l'impunité et il prend de l'oubli. Comment il prévoit l'impunité? Et le simple fait, je voudrais ajouter que le simple fait de subordonner une indemnisation à un jugement de décès est contraire au droit international des droits de l'homme. C'est une autre précision. Est contraire au pacte international relatif aux droits civils et politiques, est contraire à d'autres instruments et que l'Algérie a ratifié et auxquels l'Algérie ne donne pas effet. Alors, sur la procédure d'indemnisation, je vous ai parlé, mais la procédure d'indemnisation est exclusive, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de recherche d'obtention de la justice et il ne peut pas y avoir de recherche de la vérité. De recherche de la vérité, tout simplement, on a vu comment c'est verrouillé par les enquêtes qui n'ont jamais lieu, qui sont prévues normalement par le texte mais qui n'ont jamais lieu. Toutes les familles reçoivent la même chose, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé que la personne est disparue, parce qu'ils ont consulté un fichier. Alors ça, il faut aller voir les rapports de la Commission nationale consultative pour la promotion et la protection des droits de l'homme, mais au détour du premier rapport, comme ça, dans une phrase, l'institution nous dit que le fichier le plus fiable est celui de la gendarmerie nationale. Donc il en existerait plusieurs. Voilà, des fichiers de disparus. Alors, sur l'exclusivité de la procédure d'indemnisation, c'est quoi? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a l'article 45 de l'ordonnance de mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale qui octroie aux membres des forces de sécurité, des membres des forces armées et de sécurité, une immunité juridictionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque quelqu'un, une personne, un proche de disparu, veut porter plainte contre une personne,
un agent de l'État, pour faire simple, un membre des forces de sécurité, qu'il a identifié comme la personne qui est venue prendre le disparu de chez lui. Eh bien, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Le juge par la loi, oblige le juge à jeter la plainte à la poubelle, la déclarer irrecevable. En termes juridiques, ça s'appelle déclarer la plainte irrecevable. Donc, il a obligation de ne pas traiter la plainte. Alors, subtilité juridique, si les juges appliquaient la Constitution algérienne, et notamment la disposition en vertu de laquelle les conventions internationales ratifiées par l'Algérie avec certaines conditions en valeur supérieure à la loi, et l'ordonnance de mise en œuvre n'a pas d'autre valeur que de valeur législative. Il pourrait, et avec un peu de volonté, c'est-à-dire un peu d'indépendance, il pourrait, sans que la loi soit modifiée, écarter l'application de l'article 45 et déclarer les plaintes recevables. Bien évidemment, vous imaginez bien qu'aucun juge ne l'a jamais fait en Algérie pour l'instant, tout simplement parce que l'indépendance de la justice n'existe pas. Elle peut exister dans certains domaines à la marge, mais pas sur des questions aussi essentielles pour le régime, parce que justement, il faut qu'il assure sa survie. Enfin, il y a l'article 46 de l'ordonnance de mise en œuvre de la charte, qui boucle le tout, alors sans jeu de mots quand je dis boucle, en faisant peser la menace d'une peine d'emprisonnement sur quiconque instrumentalise la tragédie nationale en vue de porter atteinte à l'image de l'Algérie. Alors je vous laisse apprécier le langage. Alors, si vous me permettez encore, vous voyez que le régime s'assure par le biais juridique, par l'arsenal législatif et réglementaire, le verrouillage de la société, empêche, en l'accompagnant de pratiques abusives et arbitraires, de l'émergence de contre-pouvoirs en les cassant. Il s'assure l'impunité pour les crimes du passé, qui n'est pas un passé si lointain que ça, mais pour tout le passé, en fait, pour tous ces crimes. Et en plus, il assure son avenir. Bon, notamment l'article 45 vise à assurer les deux. Alors, comment il assure son avenir? En maintenant sa capacité répressive. Comment il le fait? Tout simplement en modifiant l'ordre juridique à sa guise. Quand est-ce que ça s'est passé? Notamment après la levée de l'état d'urgence, en même temps que la levée de l'état d'urgence. Alors, depuis quelque temps, on revient à l'actualité, on n'arrête pas de nous dire que le DRS est point et pied lié, qu'il ne peut rien faire, notamment depuis la dissolution du service central de police judiciaire, qui dépendait de lui. Alors, tout d'abord, nous pouvons remarquer que l'acte qui dissout le service en question est aussi imprécis, est aussi peu détaillé que l'acte qui le crée. Ça, c'est la première des choses. Donc, on est toujours dans l'opacité. La deuxième chose, ce qu'on oublie de nous dire, c'est que le Code de procédure pénale contient un article, l'article 15, au terme duquel est officier de police, en la qualité d'officier de police judiciaire, les officiers et sous-officiers des services militaires de sécurité désignés par arrêté conjoint du ministre de la Défense nationale et du ministre de la Justice. Donc, on nous dit qu'il n'y a plus de service de police judiciaire du DRS, mais il y a toujours des officiers de police judiciaire du DRS. Donc, dans le débat actuel, excusez-moi l'expression, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'enfumage. Alors, l'autre aspect, c'est que la levée de l'état d'urgence s'est accompagnée de l'adoption de plusieurs textes. Le premier que je vais citer, c'est l'ordonnance 1103 du 23 février 2012, le même jour que la levée de l'état d'urgence, qui militarise encore plus le régime en donnant à l'armée des pouvoirs très importants. Comment? À l'origine, alors il modifie une loi. Il modifie quelle loi? La loi numéro 91-23 du 6 décembre 6 décembre 91, relative à la participation de l'armée nationale populaire à des missions de sauvegarde de l'ordre public hors des situations d'exception. Donc hors d'état d'urgence, hors d'état de siège et hors situation d'exception. Situation d'exception, c'est, ou état d'exception, je ne me souviens plus exactement quel est le terme utilisé, c'est un préalable à l'état de guerre dans la Constitution. Alors, qu'est-ce qu'elle prévoit? Elle prévoit que les unités de l'ANP peuvent être engagées sur décision du chef du gouvernement en principe dans des opérations de protection et de secours aux populations, de sûreté nationale, ça c'est quand il y a des calamités, etc., de sûreté nationale et de maintien de l'ordre. Dans ce dernier cas, quand il y a un maintien de l'ordre, les unités de l'ANP sont engagées en principe lorsque la sauvegarde, le maintien ou le rétablissement de l'ordre public s'avère ou apparaît hors de portée des autorités et services compétents. Qu'est-ce que ça veut dire? Hors de portée de la police et de la gendarmerie nationale. Et tout cela se fait en principe
sous le contrôle des autorités civiles. Vous remarquerez aussi la date de la loi en question. Hein. On est en décembre 1991. Alors, l'ordonnance 1103, qui date de 2003, du 23 février 2011, ajoute un autre motif pour la mise en œuvre des unités de l'ANP. Quel est ce motif? C'est la lutte contre le terrorisme et la subversion. Et la définition de la lutte contre le terrorisme et la subversion, je vous en ai donné un exemple, c'est dans l'article 87 bis du Code pénal, c'est une demi-page. Alors, et c'est attrape-tout. Alors, il y a plus, c'est que le décret présidentiel, on peut se dire ça, c'est en cas de situation d'exception, en cas de motif lié à la lutte contre la subversion et le terrorisme. Mais justement, le pouvoir considère qu'aujourd'hui, il y a des motifs pour donner à l'armée, pour engager l'armée dans des opérations de lutte contre le terrorisme, et c'est le décret présidentiel du même jour, tout est bien fait, du même jour, 2011, qui met en œuvre l'ordonnance que je viens de citer, et qui engage, donc elle décrète cet acte décrète l'engagement officiel des unités de l'ANP dans les opérations de lutte contre le terrorisme et la subversion. Donc on ne fait que donner une couverture légale à ce qui existe déjà. Mais il y a aussi autre chose, c'est qu'il donne au chef d'état-major de l'ANP le commandement à la conduite et la coordination des opérations de lutte contre le terrorisme et la subversion. Donc tout ça est militarisé. Le commandement est militaire. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si on regarde l'article que j'ai cité tout à l'heure de la loi de 91, qui est toujours en vigueur, normalement, les unités de l'ANP sont engagées lorsqu'on considère que les services compétents, police nationale et sûreté nationale et gendarmerie nationale, ne peuvent pas lutter, que la lutte contre le terrorisme et la subversion est hors de portée de ces services compétents. Donc on considère aujourd'hui, après la levée de l'état d'urgence, que la police, et après une certaine expérience, que la police et la gendarmerie nationale n'ont pas la compétence pour lutter que la lutte contre le terrorisme est hors de leur portée. Donc vous imaginez bien que c'est un motif fallacieux et que ce n'est pas vrai. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils le feraient en respectant davantage les droits de l'homme. C'est juste qu'on a militarisé, donc le pouvoir, l'arsenal législatif et réglementaire donne ce pouvoir à l'armée. Donc l'armée garde ces compétences-là qu'elle a acquises progressivement au cours des années 90, de fait, et qui devient maintenant, qui est le droit commun. Donc ce qui était le résultat d'une situation d'exception dans les années 90, maintenant c'est tout à fait normal. Et avec l'article 87 bis, vous ajoutez ça, l'article 87 bis et les officiers de police judiciaire qui relèvent des services militaires de sécurité ou des services de sécurité militaire, comme vous voulez, vous avez encore une fois une boucle qui est bouclée. Alors, encore mieux, parce qu'il y a l'arsenal législatif, mais il faut aussi légaliser les pratiques qui se faisaient dans l'ombre. Ça, c'est un autre texte qui le permet. C'est une ordonnance du même jour, l'ordonnance 1102 du 23 février 2011, qui modifie le code de procédure pénale. Donc là, on est vraiment dans ce qui s'applique au quotidien. Alors, ce texte introduit la possibilité de mettre en résidence protégée certaines personnes inculpées de terrorisme, mais uniquement les personnes inculpées de terrorisme. C'est précisément pour le terrorisme et la subversion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un juge d'instruction, en principe, mais est-ce que vous connaissez un juge d'instruction qui peut résister à la police politique? Ça, c'est la question, et à l'armée. Doit ordonner la mise sous résidence protégée, ce que la loi appelle la résidence protégée. Et donc, ce sont des officiers de police judiciaire qui sont en charge de l'exécution de cette décision qui est prise en principe formellement par le juge d'instruction. Donc on peut deviner qui est chargé de cela. Et on se dit, mais ça sert à quoi de mettre un inculpé de terrorisme sous résidence protégée? Est-ce qu'on a peur qu'il se fasse tuer? Peut-être. On a peut-être aussi besoin de lui dans les premiers 3 mois, ou dans les 3 mois renouvelés, ou dans les derniers 3 mois, donc durant les 9 mois, de négocier quelque chose. Et évidemment, le juge d'instruction ne va pas contrôler la teneur des négociations. Donc, ce qui se faisait dans l'ombre auparavant
se fait le plus légalement du monde maintenant, puisqu'il y a un cadre légal pour ces négociations un peu occultes et retrouver des terrorismes sous résidence protégée qui ne sont pas en réalité, qui sont cités dans des procès, mais qui sont déclarés en fuite, alors qu'en même temps, c'était ce qu'ils faisaient avant. Maintenant, ils n'ont plus besoin de faire cela. Alors, un dernier exemple nous permet de voir dans quel cadre on est, et puisqu'on parle de liberté, on est dans un cadre de liberté d'expression. On a appris encore ces dernières semaines que le colonel en charge du contrôle de la presse a été limogé et remplacé par un autre. On nous dit c'est la lutte des clans et tout, et qu'il a été limogé. Bon, ben très bien. Bon, je ne connais ni l'un ni l'autre. Alors, le service qu'il dirige, information qu'on nous présente comme une grande évolution, le service qu'il dirige, qui contrôle la presse, qui est apparemment le vrai ministère de la Communication, en tout cas la décision politique se fait là-bas, apparemment, le service qu'il dirige est passé de la tutelle du DRS à l'état-major. Bon, ben très bien. Et on présente ça comme une évolution. Mais, à ce que je sache, l'état-major, c'est encore l'armée. Donc il y a un contrôle, une tutelle de l'armée. L'armée veut contrôler la presse. Donc, est-ce qu'on est sorti de la militarisation? Je ne vois pas en quoi on serait sorti de la militarisation, même si on dit que X est plus ami avec Y ou que Y est plus ami avec Z. Ça ne change rien à la nature du système, ça ne change rien au fait que le contrôle de la presse, il y a toujours une volonté de contrôler la presse par le pouvoir militaire, avec sa façade civile ou la façade civile dans l'autre sens, peu importe, et que le colonel en question, on ne connaît toujours pas qui il est, puisqu'on ne le connaît publiquement que par un prénom. Donc, il n'y a pas de nom de famille. Est-ce qu'on peut contrôler les actes d'une personne dont on ne connaît pas le nom de famille? Le public, on n'est pas dans le secret des dieux. Voilà. Alors, c'est les constantes du régime qui restent les mêmes. Ennemi des libertés, même s'il y a une façade d'amitié, il reste répressif et impuni lorsqu'il viole les droits de l'homme. Il continue d'aimer l'opacité pour ne pas avoir à rendre de compte, irresponsabilité, aussi bien du point de vue politique que du point de vue juridique. Mais toutes ces évolutions témoignent également d'autres choses. C'est une grande crainte du peuple et une grande crainte de la société. Et finalement, une grande faiblesse. Ce qu'on peut voir, c'est que le chemin pour sortir de l'autoritarisme est encore long. Et excusez-moi si j'ai été trop long.